Monsieur le Président de la République par intérim, cher ami Warren Wayapuri, Mesdames et Messieurs, bonsoir, nous vous remercions d'être présents cet après-midi pour cette série de lectures de Maurice, une anthologie littéraire de 1778 à nos jours, proposée par Issa Asgharani. En fin de compte, on n'est pas en train d'inventer le fil à couper le beurre, encore moins de choses, parce que c'est une pratique courante pour ceux qui ont fréquenté les bibliothèques à l'étranger, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, et avec le phénomène Kitab Khana en Inde, de temps en temps, des amoureux de la lecture, les amoureux du livre se rencontrent justement pour partager leur passion avec les autres. D'abord, cette anthologie, Maurice, une anthologie littéraire, est née forcément d'une passion. Parce que pour réunir autant d'écrivains de 1778, c'est-à-dire de Bernardin de Saint-Pierre à notre ami de Souillac, le comte de Souillac, carrément, c'est comme ça qu'il faut l'appeler Sadek Amoli, pour son texte Odyssée, il faut une passion du livre, une passion de la lecture. Beaucoup qui sont dans cette salle ont leurs livres, des extraits de leurs ouvrages figurent dans cette anthologie, et qui dit anthologie dit ouvrage de référence forcément. On ne lit pas ce livre comme un roman, on lirait Fear par exemple, Asgharani vient de lire, ou encore Dan Brown, je ne sais pas quoi. C'est un livre de référence qui nous permet de temps en temps de rafraîchir notre mémoire et d'apprécier qui c'est qui va aller lire encore de nos jours, sauf si vous êtes un enseignant pointilleux, Bernardin de Saint-Pierre. On a lu tout le monde Bernardin de Saint-Pierre, on a eu notre dose de Bernardin de Saint-Pierre, et je crois que ça suffit quelque peu. Mais d'une manière générale, on y revient de temps en temps, justement pour se rafraîchir la mémoire. Donc je crois que c'était une excellente initiative qu'a prise le docteur Asgharani, en collaboration avec NSI Parcotel, à l'onde de Pétroussement, que j'ai entendu de Chazal, dont on aura aussi une lecture au cours de cette courte soirée, pour justement nous familiariser avec des textes peut-être qu'on ne connaît pas, ceux qui ont publié dans ce texte que forcément tout le monde ne connaît pas. J'ai ainsi honneur et la chance, pour la plupart de ceux qui ont publié, dont les extraits ont été publiés, de les avoir reçus sur le plateau de Dimanche Culture. Et là, je suis tout à fait heureux de les retrouver à Metz, Salette, George Stone, Geneviève, Sushita Sambou, tout le monde. J'en ai à la limite de l'âge, je fais le tour de la question, et c'est très bien ainsi. Et nous remercions aussi le président de la République, Warren, évidemment, d'être présent ce soir. Lui aussi, c'est un grand amoureux des livres et de la lecture. Et là, je vous laisse un scoop. Ça fait plus de 2 mois que je lui cours après. Il est facilement rattrapable. Que je lui cours après pour inaugurer avec lui une nouvelle rubrique que nous allons commencer dans le cadre de Dimanche Culture, justement, qui va s'intituler, certainement il faut trouver peut-être un titre plus afficheur, Ma bibliothèque, c'est-à-dire je vous rends visite et vous nous recevez, pas dans votre salon pour un apéritif, encore moins dans la cuisine, mais dans la bibliothèque, devant votre bibliothèque, ce que vous lisez, et tout le monde sait, dis-moi ce que tu lis, et je te dirai qui tu es. Alors, comme il n'est pas en bons et par gros, il voyage, il a beaucoup de contraintes en tant que président et vice-président. Donc, on va essayer de faire ça après le 18
après le 18 octobre, à son retour d'un voyage qu'il compte faire. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à... Alors, je dois vous dire que nous avons une seule contrainte ce soir, celle du temps. Parce qu'il y a beaucoup qui vont assister au concert de Anushka Shankar. Donc on va essayer d'aller vite et de terminer aux environs de 19h15 ou 19h20 et que cette première tentative soit, si vous voulez, un encouragement pour que d'autres opérations de ce type aient lieu très prochainement. Je l'ai fait circuler d'abord une fiche là, vous mettez votre nom, tout le monde a signé, vous mettez votre nom et votre mail. De cette façon, vous serez invité à d'autres événements qui auront lieu. Et là, le 2 octobre, ce sera le livre de Pascal Lagesse, Petite Histoire, un recueil de nouvelles, à ce ton de rire qui va vous faire plier en deux. Le 11 sera Carole de Souza. Le 8, le 31 novembre sera de l'Estrade, Frères Ennemis. Alors là, il faudra élargir la salle. Oui, c'est bon. Vous imaginez, si déjà les 70 députés sont intéressés, ça va être... Voilà. Sans plus tarder, je laisse la parole à Barlaine, qui, avant de lire cet extrait de The Island Song and Other Poems, de Ramesh, qui est très bien, qui a fait le déplacement de Ramesh Ramdey. Barlaine à vous. Thank you, Finlay. Friends, for me, poetry is a thing of beauty, and it's a joy to read it, especially when there is an audience to listen to it. Let me, before I read this poem, congratulate Ishaz Garali and Finlay Salès and others for taking this initiative, for giving us the opportunity to read extracts from this anthology, Maurice, une anthologie littéraire. So it's my pleasure now to read to you this poem written by Ramesh Ramdayal, The Islander's Song. Come, look where I was born, the extended family village of Le Ravin, a world of its own where everyone is known from 3 generations back, down to the toddler riding on his dad's back. The air, sweet with juice of freshly crushed cane, is humming like a hive of bees, cutting, loading fully ripened stalks onto bullock carts, shuttling between harvested fields and smoking mills, rattling, rumbling past puffing old steam engine. Somewhere here, at the back of the wooden thatch old shack, follow the track leading to the brink of the ravine. Here, you will hear gurgling of stream deep down below, breaking into ponds, thick with pink river shrimp and blue-black prawn, plunging into sounding cataracts, hopping and leaping over rocks, rocking with voices of washerwomen and shouts of sun-drenched children. Come, look where I was born. Come, look where I was born. The air is open blue with sun and glare, and the small town, the encircling mountain like a garland doth wear. Follow the cobbled street up the grassy foothills. Here, the Blessed Virgin Mary, from her mountain pedestal, blesses our good old Portway. How often, shoe-footed like goats, we climb the wooded slopes, resting in trill-filled glades and wasp-nested groves, and from the top of Signal Mountain, search the horizon for an ocean-crossing galleon, dreaming of sizzling cities miles beyond. Come, look where I was born.
3, 4, 5 years ago, I left the sacred things once adored and took the road that points west, the long, lonely road of a lifelong quest. The sea-dark eyes of a girl I loved still wait for me, with a translunar silver that warms her smile. How many times I have felt in her presence the spring of youth gushing into summer romance. Come, look where I was born. One day, I left my island in burning anticipation, and how soon I felt naked against no sun but the scorching of myself alone. How many times I thought of my island home, of crossing the long grey shadows of sea to a past that I no longer owned but could not disown. As time has huddled in my hands like water in a weir, I still feel in my fingers the silken tresses of her long black hair. And while in my dreams, half-forgotten memories rise in full blood, I can still pulse in my veins the summer thunder of her blood. I dry my tears of 5 years away from the island of my birth, the island of unending separations and fleeting reunions. But when my dreams go, my homage to my memories withers like a broken branch of blooming peach. And then I fight against the house as tall as the stars that has kept me in. I fight against the shell of deep emotions and wish I was again the boy who used to ride the tide and swim with the dolphin. I love the West that burns red, but I miss the sacred waters that quenched my thirsty years. I love the West that exalts my mind and from age-old shackles has freed mankind, but I miss the peace that dwells with simplicity and binds men close to his kind. Tonight, when I finish dreaming in these lines, sleep will close my eyes until my awakening. Why does the dawn have to come to awake a little boy from a dream? Why couldn't I lie down, quietly as I did, behind the sun, and wait until he flashed home to come? Tonight, even if it's cold up here, even if my dreams are misty or clear, I'm going to hear wild guitars and the dancing of fire drums, and all those songs, half forgotten, will once again awaken. Come, look where I was born. Thank you. Merci, Barren. Nous appelons Davina Itu. Qui va nous lire la proscrite. Rapidement, c'est un poème très érotique en même temps. Il y a une belle sensualité qu'il tente de dissimuler de cette manière-là. Et quand il dit par exemple, I still feel in my finger the simple tress of her long black hair. Voilà, ça c'est très bien dit. And while in my dreams half-forgotten memories rise in full blood, I can still pulse in my veins the summer thunder of her blood. Je trouve ça admirable. Comme les mots. Allez, on va attendre maintenant Davina Itu, la proscrite.
Lorsque les eaux des rivières abonderont sur les vastes plaines, les cerfs-volants se mettront à crier. Alors, mon enfant, la terre de notre pays deviendra un vaste champ de canne à sucre. 3 heures du matin, et toujours rien à l'horizon. Dans le lit, Soulia se remémorait les vieilles paroles de sa grand-mère Moutaz. 3 heures du matin, et toujours pas de souffle mortifère au creux de son cou. 3 heures du matin, et aucun signe de celui que Soulia appelait Monsieur Koulev. Visage massacré par les effluves de l'alcool dans les veines bleutées. Les secondes avançaient à pas de loup dans la nuit obscure. La boutique d'Afong devait être déjà déserte à cette heure tardive, songea-t-elle, incapable de trouver le sommeil dans ce lit trop étroit. Où pouvait-il bien être? Monsieur Koulev, avec lequel elle s'était mariée il y a déjà plusieurs années de cela, rentrait souvent tard, la réveillant en pleine nuit. Mais ce soir-là, les senteurs de la nuit se faisaient vaguement menaçantes, entortillées dans des clameurs muettes. 3h30, et toujours aucune ondulation de reptile, qui viendrait se glisser sous les draps pour lui dire une pire grossièreté. L'insomnie étendait lentement son sombre royaume sur ses paupières. Son regard s'attarda alors sur le petit lézard qui voyageait sur le mur. Petit lézard sur le mur, j'envie ta liberté, j'envie la couleur de terre, j'envie ta nonchalance. Compagnon de mes nuits, j'ai besoin de toi pour entendre les battements de mon propre cœur. Je n'ai pas envie de cette créature larvaire qui se vautre dans les odeurs nauséabondes de l'ivresse. Je ne veux pas de ces relents d'alcool s'échappant de ses lèvres noires. Toi, la peste qui irrigue mes espaces de détritus immondes. Toi, la lèpre qui se bouscule au bord de mes lèvres. À te regarder dormir, j'ai si souvent envie de vomir. Cette nuit, Seigneur, offre-moi un sanctuaire dans les plis de ce drap sale. Donne-moi un poignard, afin que je le saigne. Non, non, il ne faut pas. Non, arrête ma pauvresse. Tu désires, tu es vague. Tais-toi. C'est-à-dire que Yarmina, la proscrite, a été primée par le prix Jean Fanchette en 2015. C'est un très beau texte que vous avez pu le constater. Merci, Yarmina. Anjani Murden, A Smile of Fortune, Joseph Conrad. Qui se trouve aussi dans l'anthologie. Pour ceux qui ont le livre, c'est à la page 41. A smile of fortune. A street completely empty of traffic, of semi-rural aspect, paved with cobblestones nestling in grass tufts. The house came on the line of the roadway, a single story on an elevated basement of rough stones, so that our heads were below the level of the windows as we went along. All the chalices were tightly shut like eyes, and the house seemed fast asleep in the afternoon sunshine. 3 glass doors stood open on a veranda, or rather loggia, running its brick arches along the garden side of the house. It was really a magnificent garden. Smooth green rose and a gorgeous space of flower beds in the foreground, displayed around a basin of dark water, framed in a marble rim, and in the distance the massed foliage of varied trees concealing the roofs of all the houses. The town might have been miles away. Yes. Merci. Nous appelons maintenant Sachita Sambou, puis Jean Fanchette aussi,
du côté de Schlomo. On va nous expliquer pourquoi Schlomo, ça reste souvent un mystère. Elle aussi que j'ai eu ainsi honneur de recevoir sur le plateau de Dimanche Culture. Merci beaucoup, je t'ai affiné. Bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ont le livre, à la page 136, nous avons l'explication liminaire du docteur Issa Asghari, où nous pouvons lire. Lorsqu'il m'envoya la nouvelle du côté de chez Shlomo pour la revue italique, il me donna une clé de lecture. Shlomo est l'autre prénom de Freud. Je vais donc vous lire un extrait de la nouvelle de Jean Fanchette intitulée Du côté de chez Shlomo, à partir de la page 141. Sébastien Réveil, la cinquantaine juvénile, psychanalyste, membre titulaire du NMPP, nouveau mouvement psychanalytique de Paris. Confortablement installé rue Barbé de Jouy, avec vue sur les jardins de l'Archevêché. 400 francs la séance, 4 ouvrages au buff. Mauricien de naissance, vivant à Paris depuis 34 ans. Naturalisé en 1969, il n'avait jamais pensé qu'il pût un jour devenir un citoyen de deuxième catégorie, en sursis d'expulsion de cette ville, la seule au monde où il sut vivre. L'endurance des hommes dans les temps difficiles a des limites imprévisibles. L'indifférence aussi. On s'accommode assez facilement des malheurs des autres. De par les nouvelles mesures, les professeurs de la faculté pouvaient devenir chargés de cours au statut précaire ou même surveillants. Des dentistes cédaient la place à leurs prothésistes. Des médecins devenaient infirmiers ou conseillers sanitaires contractuels dans les services de leurs anciens subordonnés. Mais que pouvait bien faire un psychanalyste, autre psychanalysé, ou écrire sur la psychanalyse? La plupart de ses collègues crurent que Réveil avait décidé de partir, mais qu'au lieu de regagner son île natale, il s'installerait facilement, sa notoriété aidant et son bilinguisme, au Canada ou aux États-Unis. Quelques-uns songèrent à lui offrir un cocktail d'adieu au 126 boulevard Saint-Germain, siège du NMPP. D'autres, dont 2-3 qui devaient leur carrière à l'indésirable, déconseillèrent cette provocation. Les temps étaient dangereux. Il fallait songer à la cause plutôt qu'aux individus, aussi valables fussent-ils, etc. De toute manière, il n'en alla pas du tout ainsi. C'était mal connaître la ténacité du docteur Réveil. Il vendit son luxueux appartement du 7e arrondissement, fit l'acquisition d'un 3 pièces rue des Carmes, prit de longues vacances dans la villa d'Arcachon que lui prêta un ami. Là, il se mit à réfléchir. À part la psychanalyse, il n'avait qu'une seule passion, la cuisine mauricienne. Il parlait volontiers comme de la seule fidélité, celle des papilles gustatives. Quelques semaines après son retour à Paris, Sébastien Réveil acheta au 19 de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève une menuiserie désaffectée, sorte de hangar attenant à un vaste atelier. L'ancien propriétaire, comme tant d'artisans depuis 10 ans, avait fait faillite. La transaction fut effectuée au nom d'Elvira, cette superbe brune aux yeux couleur de fond d'artichaut, qui, après avoir été supervisée par Réveil, était devenue le plus dévoué de ses collaborateurs. Certains disaient plus simplement sa maîtresse. Elvira, malgré ses lointaines origines argentines, était française, aucun problème. Il n'était pas interdit à un dénaturalisé de s'établir cuisinier. En quelques semaines, après des travaux assez longs effectués avec gratitude et à des tarifs modérés par l'ex-menuisier, le docteur Sébastien Réveil se retrouva cuisinier d'un restaurant exotique à l'enseigne quand même assez incongrue de chez Shlomo et qui appartenait officiellement à Elvira. Cette nouvelle entreprise connut rapidement le succès dans ce quartier très fréquenté. Étudiants pressés, écœurés de pizza et de soupe chinoise, nostalgique des îles, etc. D'autant qu'il n'existait aucun restaurant mauricien à Paris, alors même que le voyage de l'océan Indien était devenu les dernières années précédant la crise aussi banal que celui des Baléares. Il n'y avait pas que l'enseigne qui put paraître bizarre chez Shlomo. Le menu n'était pas très varié. Les bons cuisiniers n'aiment préparer que les plats qu'ils aiment manger. Le docteur Réveil était très friand de vinaille de poisson et de poulet au cœur. On ne servit donc que ces deux plats de résistance, vinaille de poisson avec ou sans garniture idéale de haricots rouges, curry de poulet ou de collier d'agneau cuisiné
pharmacien dont le docteur possédait un stock considérable. Et il y avait bien entendu du riz, parfois des prêtes, une sorte de bouillon au cresson, et toujours des fruits frais, exotiques ou indigènes, sans discrimination. Merci. Merci Sacha. Il y a un petit problème avec le jeu en ce moment. Ah, le mien aussi a un problème. C'est là où je ne regrette pas d'être avancé en âge. Mon âge m'a permis de faire la connaissance de notre ami Jean Fanchette dans les années 50 et 60. Comme cela m'a permis aussi de faire la connaissance et de travailler à côté de Pierre Bonneau dans les vieux bureaux de l'Express à la Grande Séquoia au premier étage. Et Malcolm de Chazal, que quand j'étais adolescent, j'ai rencontré dans les rues de Bourg-Louis, plus particulièrement près du Champ de Mars, où il avait pratiquement élu domicile dans cet hôtel, ça s'appelle National. Voilà. Donc c'est là où on ne regrette pas d'être un peu vieux. C'est un avantage considérable, je trouve. On fait appel maintenant à Margaret Lié. Pour essayer du peuple africain. Alors, ce que je vais lire est donc de François Chrétien, écrivain du XIXe siècle, et il a fait la traduction d'une fable de La Fontaine, Le coq et le renard. Et un vieil coq encore gaillard, là-haut t'y bois, un jour et des fers sentinelles, un animaux qui blanc appellent au lard. Qui content met des poules dans ce carré brésil. Ensemble, sa coque là, les faire semblant bons amis. Bon la tête, les dire, ça qui en a les ailes. Excusez-moi, je ne vois pas. Ce sont des choses qui arrivent, on découvre, on ne voit pas. Elle s'est tellement beau, touché d'adrénaline, brouille la vue. Complètement. Je voulais vous conseiller, parce qu'il y a une coupure. Un dit coupe encore gaillard, là-haut du bois, un jour et des fers sentinelles. Un animaux qui blanc appellent renard, qui content met des poules dans son carré brésil. Ensemble, sa coque-là, faire semblant bons amis. Bon la tête, les dire, ça qui en a les ailes. Ah, voilà, vous là-haut, comment dit un paillanqui. Mais, qui fait ça? Descendez donc, mon père. Dieu merci, nous la guerre finie. Venez, embrassez-moi, comme si vous, mon frère. À force moins content, mon lisier, plein d'yeux. Coquelin répondit-il. Espère encore mon saut. Nous deux tout seuls n'a pas la peine. Moi voir des gros lyciens galoper dans la plaine. Tout à l'heure même, nous autres arrivés. Tous les quatre à la fois, nous capables d'embrasser. Non, dit à papa Rédard. Moi, il y en a qu'en ouvrage. Moi va manquer l'appel aujourd'hui, moi pressé, et moi courir dans la case. Quand finit ça, mon ami, les filets. Laisse Astère là, sa coque là, rire. En gaze d'imone, quelquefois les doux, mais il passait si haut, pour ça qui trompait. Merci.
dire, ce texte date de 1822. Il y a une espèce de style d'alerte, plus malgré sa perte de vue éphémère, faire passer le message. Cette personne qui fait des fautes cet après-midi, son texte La poésie contre la guerre, et Jayan Tirmangadam pour Talibou. Ah, Jayan, je ne l'ai pas vu, il se cache. Jayan qui va nous lire du Tar Benjelloun, Talibou, et Tar Benjelloun que nous avons eu l'occasion de recevoir ici et de faire une émission, une très belle émission avec lui. Et Jayan, il porte toujours le quadricolore avec sa prestation pour. C'était quoi Question pour un champion. C'était le champion en 2001. Il nous a fait vibrer extraordinairement, comme ces sportifs comme Milazar, Baclen et autres, en ce moment Lambert et Le Clésio, champions du monde. On ne réalise pas. On ne parle que de mauvaises nouvelles sur Maurice, mais nous avons des champions du monde. Pas si on réalise en kickboxing et en équitation acrobatique, etc. C'est génial. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille Jayan et qu'on le lit aussi régulièrement dans les colonnes de l'Express, même si je ne suis pas très souvent d'accord avec lui. C'est ce qui fait bien aussi. Jayan. Merci. Merci Finlay. Bonsoir à tous. Donc j'ai le plaisir de vous donner lecture d'un très beau poème de Tar Benjelloun qu'il a écrit en 2001 et qui s'appelle Talibou. Ne me demandez plus si je suis français, marocain ou talibo. Je ne serai pas centenaire pour fleurir dans le parc Pamplemousse. Ne me demandez plus pourquoi je n'écris pas en arabe, ni comment suis-je devenu un palmier. Plus haut que les autres, dans une île où les nuages embellissent les montagnes. Je suis et serai le même arbre inquiet aux fruits amers. J'ai cru que l'île me ramènerait à la maison. On m'a dit qu'elle me donnerait l'enfance et l'oubli, jusqu'à laver la peau et la mémoire. Comment vous dire l'amitié brûlée et l'œil abusé? Ne me réclamez plus la soudure fraternelle, car des remparts se sont écroulés et ma demeure est fragile. J'ai longtemps observé un talibou, sec et digne, grand et humble. Ce n'est pas un palmier, mais une statue aux racines fines. Je ne serai jamais cette plante qui frôle les nus, inébranlable, ni ce moineau au nez jaune qui sautille sur les nénuphars immenses. Alors, où est ma liberté? Moi, l'homme au double fardeau. Pourquoi écrirais-je sur la solitude des pierres et des cœurs désertés? Que dirais-je à ma mère qui pleure mon absence alors que je suis à son chevet? Je lui dirai l'île et ses montagnes vertes. Je lui raconterai l'histoire du monde brabant et des esclaves qui se jetaient de son sommet. Je dessinerai des visages de toutes les couleurs et des sourires naturels. Je lui dirai, j'ai été là, loin de la maison, pour oublier et guérir la trahison, pour gagner l'espoir des platanes et la confiance des oiseaux. Pourquoi avoir fait le pèlerinage des épices et des champs mêlés? Il a fallu marcher pieds nus sur la terre de Maurice pour laver la souillure. Sur cette terre, j'ai l'ombre légère.
mes pensées ne butent plus contre la paroi de la colère. Je regarde l'océan Indien et j'entends le vent me dire « Ce n'est que la poussière grise de la vie. Ne t'arrête pas devant des rats mourants. Va, marche. Sur la terre, regarde l'horizon. Sens les parfums de l'île. Ne te retourne pas. Avale les mots d'amertume. Tu es Talipo, haut dans le ciel. Alors, je suis allé à Chamarel et j'ai ouvert les yeux. Toute cette végétation pour mon désir, pour m'emplir d'espoir et d'ivresse. Je suis allé dans le domaine du chasseur, face à la montagne du lion, et j'ai vu la mer, une mousseline de lumière scintillante. J'ai vu le soleil se pencher sur la chevelure touffue des forêts et des femmes endormies. Merci. Un livre de Caravaggio, lu par Giacomo Romero. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. Ça nous donne un sentiment de grande fierté d'écouter cette voix qui nous raconte Talipo, d'un auteur qu'on a l'habitude de lire, mais qui parlait dans le temps du printemps arabe, très loin de chez nous, etc. On a le sentiment que quand il s'inspire de l'humoriste, ça nous donne vraiment un sentiment de bonheur et de fierté que l'humoriste ait pu inspirer un auteur comme Caravaggio. En plus, c'est un homme chaleureux, ce qui ne gêne pas. Merci, Myriam. Isabelle Lapolle va nous lire Tension Caïman, de 71, ça date de 7 ans, de René Noyeux. Alors, si on a eu l'occasion de rencontrer mon adolescence, j'ai connu René, un homme sec. Mais il est sec, il est comme James Coburn dans Les 7 mercenaires. C'est incroyable. Je vois sa démarche surréaliste avant la lettre. Isabelle Lapolle, Tension Caïman. Alors, c'est l'histoire du Caïman et de Tijan. On a tous entendu parler de Tijan dans l'enfance. Donc, Léon passe dans Rivière Noire, un petit peu dans la côte, ou capable d'une remorquer, qui n'a un petit la mort partout. Comme ça même, longtemps, vous connaissez, Tiena un grand la mort canal, qui tiena un peu caïman. Avec, en dans la dent, Tiena un vieux caïman, qui s'appelle caïman la cible. Qui fait ça? À cause du monde imaginé que sa caïman craque ou n'est classique qui les a resté. Comme un canne qui vient passe dans l'un. Du monde comme ça même, il va foutu avec ce camarade s'il va devenir un non gâté. Avec un zoo, sa caïman qui se s'appelle li caïman la cible. Les finances sur le soleil, sommeil fingali, un las-bonnet plein, il finit dormir dehors la case. Les tante vini, se met cassé, vendre là une place. Les sentiments là commencent à gratter. Les dire, Aster, ils en allaient. Zis les oui, c'est à la litane pour m'a dire, et n'a dit n'a plus merci. Les piques oreilles, les corps qui se lisaient, les tours des 3 madames qui avaient venu, avaient blagué. Caïman, les connaissaient de manière faire, sa bonne madame qui a beau dire à la blaise là. Ça, un ban qui cause beaucoup même ça. Cette la langue va foutir et s'appeler en place. Cette causer, jamais fini. Caïman, il bosse dans le coin. Il les connaît qui van là à Bézazé.
Maintenant, veut dire comme ça, un grand malheur qui passé. Les guerres a pu désirer. Tu fais gouverneur, vous connaissez? Sa malheureuse là, fin tombe dans l'îlot, il fin noyé. Carrément, pique les oreilles, encore un coup. Il t'a dire que le gouverneur fin de l'eau, il est fou canal sec. Il a dit même, tous les corps se tuent. Si pas ça, tu fais dans la campagne. Carrément calculé, ça un doute ça. Vous imaginez quand notre ami René Noyeux écrivait ça dans ces années-là, le barrage, le tollé que ça a dû créer à l'époque, à la manière de Serge Brasse qui a eu beaucoup d'ennuis quand il a essayé d'introduire le Sega dans les salons. Et aujourd'hui, tant mieux, on est arrivé à ce point de l'acceptation du créole comme une langue. Saint-Ciao, Mémoires espiègles, va nous raconter, j'ai eu le plaisir aussi de l'interviewer quand le livre est sorti, avec, au-delà de la famille, bien évidemment, parce que ce récit est autobiographique, c'est des souvenirs d'enfance, d'adolescence, mais au-delà de ce qui est personnel, c'est une tranche de la sociologie port-louisienne qu'elle nous raconte dans ce livre. Alors là, je commence avec le premier chapitre où je vous renvoie aux années, tout précisément 1956, quand j'avais 4 ans. et donc, c'est à l'école maternelle. Et malheureusement, je ne peux pas vous lire le tout, je vais juste prendre la récréation. En fait, j'ai commencé à partir de midi. Alors, midi sonnait. Pourquoi la maman de Swati venait-elle tous les jours à midi, pile, lui apporter son petit pain? Je l'observais au moment où elle prenait la fiole de whisky VAT 69, de couleur vert bouteille, remplie de thé au lait, et versait le contenu lentement dans un gobelet. Le glou-glou du liquide coulant du bout de l'eau en petites cascades irrégulières qui duraient quelques instants me marquait à tel point et éveillait en moi un intérêt tellement singulier et profond que je m'en souviendrai tout le temps. Pourquoi, demandai-je à maman, ne viendrait-elle pas, ne serait-ce qu'une fois à l'école, m'apporter mon petit pain et me verser du thé d'une fiole de whisky VAT 69? Je voulais entendre et regarder à la fois le même glou-glou et éprouver encore et encore cette sensation d'émerveillement. Je voulais tant être comme Swati et recevoir la même attention et la même tendresse que cette femme en sari lui donnait. Les autres venaient à l'école pieds nus et quand ils étaient assis sur le long banc, ils balançaient les pieds dans l'air. Et moi, je les enviais. Un matin, profitant d'un moment d'inattention de ma mère, je cachais mes chaussures sous le lit et me sauvais en lui criant un au revoir de loin. Je courus, le cœur palpitant, puis m'arrêtai, me retournai, comme pour me rassurer que personne ne me poursuivait. Je regardais mes pieds. Je vis un grand sourire et je repris ma route en marchant le cœur joyeux de retrouver ma petite école. La terre respirait sous mes pieds et mes pieds respiraient la terre. En ce temps-là, je ne connaissais pas encore Khalil Gibran et sa phrase « N'oubliez pas que la terre se réjouit de sentir vos pieds nus ». De nouveau en classe, je me frottais les pieds sur le sali pour les blanchir de cette chaux poussiéreuse. J'étais extrêmement heureuse de devenir comme les autres élèves du quartier. Je savais que la maîtresse me regardait, intriguée, mais elle ne disait rien. Heureusement pour moi, car cette douce sensation de bien-être, c'était aussi pour dire à mes amis que j'étais une des leurs. C'était une façon pour moi de m'intégrer au groupe d'enfants d'autres couches sociales. Je pense que dès ce moment, j'ai franchi une barrière non seulement sociale, mais aussi psychologique. Je ne voulais pas être différente. Mais voilà que ma différence ressurgissait. Pourquoi as-tu 3 cordes sur la tête, hein? Des couettes, j'en avais 3. Pourquoi est-ce que j'en avais 3 alors que mes amis n'en avaient que 2? Pourquoi maman me coiffe
affectueux ainsi. J'étais la risée de mes amis qui faisaient allusion à moi comme Bondé Madras, une divinité tamoule. De retour à la maison, je m'en plaignais à maman et Babi qui venait repasser le linge donna la réplique. Ah, va dire à tes camarades de t'offrir du lait coco et des bananes, car tu es une déesse. Fier comme tout d'avoir cette réponse divine, cette réplique toute faite, j'exhibais dédaigneusement mes 3 cordes et arborais aussitôt un air de pan, hautain et malicieux. Vous, les mortels, vous êtes à ma merci. Alors, on m'appelait aussi bâton-golette, une expression commune pour désigner tout enfant aux jambes longues et squelettiques. Le signifié prenait parfois une dimension, golette casse-maçon, long bâton utilisé pour cueillir les jujubes, c'était des fruits acides qui vous prenaient la gorge, la saisissaient impitoyable, comme pour vous reprocher votre gourmandise. Après avoir goûté ces fruits, on toussait sans arrêt. Les coussinines, Elisette est là avec nous, hein, c'était Elisette. Les coussinines étaient privilégiées. Dans leur cour se dressait ce grand arbre majestueux et opulent qui donnait de vrais jujubes, soyeux au toucher et gluants aussitôt mordus, si délicieux que dès la permission obtenue, nous n'hésitions pas à remplir une tente nattée, une tente bazar de ces fruits. Nous les croquions avec délice et étions avides d'en avaler même les graines pour ne pas en perdre le goût et ne pas écourter le plaisir du palais au contact de cette glu. Attention, ces graines de maçon poussent dans le ventre. Malgré ces mises en garde de ne pas avaler ces graines, on se goinfrait d'une vingtaine, d'une cinquantaine, sans se soucier des conséquences. On est encore 12. 6 garçons et 6 filles. Et dont le plus illustre, si on peut le dire, c'est le grand frère. Le grand frère, Joseph Saman, qui nous avait deviné. Et moi, la Benjamin des filles. Un air de famille. Merci. Merci. Quittons la fiction pour un peu, la fiction et la nostalgie, pour un peu d'histoire maintenant avec George Easton. Pour son hôtel du gouvernement, Le temps d'une histoire, qui est apparu en deux langues, pardon. Oui, en anglais et en français. Georges va nous parler de ça. Cet hôtel du gouvernement vers lequel nos regards sont tournés tous les mardis, ou souvent plus souvent, qui respire les turbulences de notre pays. Joseph. Georges. On va me demander je suis vraiment désolé, je fais très mal le temps. Il faut aller un peu vite, c'est-à-dire qu'au lieu de lire plus long, essayer de rapprocher, si c'est possible, c'est pas. Ça me gêne de vous dire ça. Alors, au tout début, l'histoire de l'hôtel du gouvernement fascine et interpelle. Aujourd'hui, à la fois symbole du pouvoir et lieu solennel où s'exerce la démocratie, cet édifice construit entre juin 1737 et décembre 1736 par Maït Abandonné témoigne surtout de la volonté d'autres acteurs, sous des régimes différents, de perpétuer l'acte fondateur. Ajout, aménagement et réparation n'ont depuis jamais mis en cause l'inspiration initiale. Au-delà des divergences d'opinion, de l'envie et de la jalousie de ses contemporains, dont l'ingénieur Jean-François Charpentier de Cossini, au tempérament irascible, des velléités et ambitions des uns et des autres, il ressent que les successeurs de l'abandonné ont bien saisi la portée du défi lancé contre les cyclones, les bestioles, les épidémies, l'indigence, l'inertie et la désinvolture des habitants. Bref, les aléas de cette audacieuse implantation en milieu tropical, avec en filigrane les dessins géopolitiques qui le sous-tendent. Aaron Adolphe et Marcel Nagès ont trouvé les mots justes il y a 39 ans pour l'évoquer au début même de leur ouvrage éponyme.
je les cite, au Port-Louis, en île Maurice, ancienne Île-de-France, le plus vieux bâtiment de la cité ferme la perspective de la place d'Armes. En cette île où tout fut difficile, où l'homme s'est senti petit et seul en face de la nature qui le menaçait, ce vieux bâtiment à colonnes monte encore la garde comme un symbole après 2 siècles et demi. Devant lui, entre des palmiers et des flamboyants, étrangers et enfants du pays s'arrêtent et se taisent. C'est qu'ils devinent ou se souviennent. Peut-être voit-il passer des ombres, mailles d'Abandonné, Poivre, Decamps, Farquhar. Car cet hôtel du gouvernement, lié à l'histoire de l'île, retentit encore de 1000 sonorités d'autrefois. Fin de citation. D'emblée, précisons que sous les gouverneurs Denis Bénion, Denis Le Brousse et Nicolas Baupin, les prédécesseurs de Bertrand François-Marie d'Abandonné, Port-Louis n'avait point connu de développement pour plusieurs raisons. À l'arrivée de Bénion et les premiers habitants venus de France en 1722, la forêt s'avançait jusqu'à la mer. Les chroniqueurs nous rappellent les humbles débuts de Port-Louis, qu'on appelait alors le camp. Là, en face du débarquement, dans l'enfoncement du port, la mer pénétrant jusqu'à la chaussée, on construisit la case du gouverneur sur l'emplacement du bâtiment du Trésor. Non loin, on érigea quelques cases pour les officiers, les employés et employés, des baraques pour les soldats et les ouvriers, ainsi qu'une petite chapelle. Et plus bas, en direction de la mer, se trouvaient d'autres cases, servant de corps de garde et de prison, une cantine, une forge, une boucherie, un magasin. Toutes ces constructions, faites à la hâte, étaient en planches ou en palissade, avec des toits en feuilles de palmis et de latanier. De ce fait, elles n'étaient pas à l'abri des cyclones, incendies et autres intempéries. Il y eut ainsi au moins 3 tentatives de construire un siège de gouvernement dans les environs de l'enceinte fortifiée qu'on devait bientôt qualifier de la loge. Aussi, le choix définitif du port nord-ouest, autre nom de Port-Louis, comme chef-lieu de l'île à la place du port sud-est, du port Bourbon, ne devint-il effectif qu'en 1732. Le 5 juin 1735, Maïla Boulonnet prit le commandement des Îles-de-France et de Bourbon. Pragmatique et ambitieux, mettant à profit l'expérience acquise tous azimuts, en Inde et ailleurs, la Boulonnet fut à la base de la transformation de la ville. Ayant étudié les plans proposés, il adopta celui de Lyon, tout en le modifiant. Il fit ainsi immédiatement commencer les travaux pour l'hôtel du gouvernement. Et bientôt s'éleva un bâtiment en maçonnerie, dont le corps principal mesurait 102 pieds de long sur 24 pieds de large et avait à l'avant 2 ailes placées à angle droit. L'édifice avait alors un étage et la façade du rez-de-chaussée, de même que celle du premier étage, était ornée d'une belle galerie avec une rangée de colonnes. Le toit plat était utilisé comme promenade et une balustrade en fer à hauteur d'appui courait tout autour de cette terrasse. Alors je m'arrête ici, évidemment, je vous invite à parcourir cet ouvrage d'une centaine de pages avec force illustration qui traite également de ce qui s'est passé par la suite. C'est aussi un livre de référence pour tous ceux qui s'intéressent bien évidemment aux monuments historiques et surtout à la politique de notre pays, parce que c'est là que les acteurs, les protagonistes, les grosses leçons. La période anglaise est un peu occultée. C'est normal. Merci. Merci, Georges. Anjali Mullen nous revient pour la lecture du You de Shakuntala Walda. Alors Shakuntala Walda, encore, je l'ai connue quand elle était très jeune, elle venait d'arriver à l'île Maurice avec son mari Mashanga, qui a connu un itinéraire un peu extraordinaire et inédit. Il était un policier, simple policier, et puis il a eu une passion de l'écriture et de lecture. Il est retourné à l'école carrément, il a eu tous ses diplômes, et puis il a atterri, comme vous savez, comme candidat du People's Progressive Party à Flac, à l'époque. Tu te souviens de ça, hein? Et malheureusement, il est mort trop tôt. Shakuntala a toujours continué donc à écrire, elle a beaucoup enseigné.
Et maintenant, son fils est un turbulent avocat, comme on le sait. Allez-y pour lui. Donc, le voici. You are an extended branch of me, root of me, leaf of me, flower of me. So why do you ask for tokens when the tree itself is your shade? You are my breathing, my thinking, my suffering. So why do you sorrow alone? You need not ask, for all has been given in a distant time, knowing that meetings could only be through these twisted paths. Now when you stand there, shattered alone, you're not alone, for in your breathing, thinking, suffering, there is one who weeps with you, who knows the secret colors of your soul, who needs no tokens, who knows you're an extended branch, an ever-spreading root, a greening leaf, an opening flower of that self-same tree, bearing its roots in the soil of sharing, of caring. Merci. Tout ça. Davina nous revient pour les balises de la nuit de Pierre Renaud. C'est toujours avec un pincement au cœur que j'évoque Pierre Renaud, qui a été journaliste à l'Express, qui s'occupait de la page culturelle de l'Express dans les années 60-70. Et on a travaillé côte à côte dans le même bureau. Pierre Renaud était un hypochondriaque, obsédé par la maladie. Alors qu'il était en excellente santé, alors il allait régulièrement voir un médecin. On prenait sa tension artérielle, on lui disait 12-8, j'ai un cœur de chaland. Il dit oui, ça sont les chiffres, mais moi je me sens mal. Alors rapidement une anecdote concernant Pierre Renaud. Philippe Forget à l'époque, Gaïa n'est pas le fils mais le père. Philippe Forget à l'époque, qui était directeur de l'Express, avait imposé aux journalistes un éditorial par jour. C'est pas évident à l'époque de trouver un éditorial, de trouver un thème, etc. C'était une angoisse pas possible parce qu'on savait qu'il fallait écrire le texte la veille pour le lendemain. Arrive le tour de Pierre Renaud, il était malade parce qu'il y avait des tremblements, c'est une peur un peu bleue du docteur Bourget. Et c'était en septembre, et il lui demandait, Jean-Claude Dessac, sur quoi je vais écrire? Je dis, Pierre, mais c'est. Allende vient d'être assassiné, il faut que tu écrives un texte sur Allende. Il dit, qui c'est ce mec? Le lendemain, on le briefe un peu. Le lendemain, le texte tombe, allez relire ça, Diane, 7 ans noirs. C'est le plus beau texte sur Allende que j'ai lu. Black September. C'est un beau texte que je vous conseille. Une autre anecdote sur Pierre Renaud. Il était distrait, avait une vieille voiture dont les portières, il avait retenu des portières avec une cravate. Alors une fois, il s'est arrêté devant la maison de Jacques Hatzing à Ringard. Il descend et il avait tout vu, il a tiré le frein à main. Le blé s'est passé, la voiture a traversé la route et ça a provoqué un accident. Voilà Pierre Renaud. C'est pas le premier accident. Arrivé avec une pièce. Vas-y. Donc je vous lis les balises de la vie de Pierre Renaud. Frère d'Afrique, il me faut un gris-gris. Donne-le-moi pour que je fasse bonne route. Pour le chant des retrouvailles, la victoire sur le temps. Frère d'Afrique, il me faut un tam-tam. Donne-le-moi pour la mémoire libérée, pour la mémoire pardonnée, la légende vivante. Frère d'Afrique, il me faut un masque. Fais-en un pour moi, pour que j'aie la joie des morts, que les siècles soient familiers, la terre retrouvée. Prête-moi, voix de Cora, frère d'Afrique, et voix de Balafon, je veux te rencontrer.
Je veux te rencontrer, là où saut la musique. Réveillons les siècles, les seins, les reins, les sexes, à la sauce maternelle, de terre et d'eau et de vie. Au plus fort de la tourmente, au plus clair de la calmie, au plus dur de la mort lente, au feu de la braise ardente, miser sa vie sur un coup de dé et courir le risque d'un poème. Merci. Vous avez une sensibilité extraordinaire. Et il y a un autre livre que je vous conseille fortement de lire de Pierre, c'est Beaubassin aux îles Windsor. C'est une très belle description de l'époque. Quelle aurait eu une crise d'apoplexie si vous voyez ce qui est devenu Je crois que le titre c'est Beaubassin, Petite Ville. Beaubassin, Petite Ville. Petite Ville, un truc comme ça, pas Beaubassin aux îles. Non, enfin, aux îles. Merci, Georges. Petrusburg, Emmeline Chan, Petrusburg, alors là, on a connu ceux de mon âge, on croisé, sûrement, Rameshka a connu Madame de Chazal. Il faudra lui consacrer toute une soirée. D'ailleurs, Issa le cite dans la préface aussi. Allez-y. Bonsoir à tous, je vais vous lire Petrusburg de Malcolm de Chazal. Ami, toi qui passes de la cité villageoise des plaines Williams vers la métropole de lumière de la rivière Noire, lorsque tu croiseras le carrefour routier qui de la Louise mène vers la côte, arrête-toi à quelques milliers de pas de l'intersection des routes. Là, une échappée de verdure te mettra dans les yeux le versant abrupt extrême du corps de garde. Si le couchon incendie alors la scène immense à l'arrière du mastodonte de pierre, la fantasmagorie te prendra à la gorge. Et toi, qui auras vu en plein jour du littoral le corps de garde se profiler dans les nues avec son dieu égyptien, ligoté et mitré, tranquillement allongé sur le versant nord comme une momie à l'huile, tu ne rencontreras ici uniquement que l'inconcevable mystère. Merci. Heureusement pour Madame de Chazal, la Fondation a repris naissance, comme on dit, il y a un président, un directeur qui a été nommé et on a célébré tout récemment, Hamarat Hosseini, le jeu des cartes, qui est apparu en 2015. Allez-y, bonsoir. Donc, le jeu de cartes. Le grand miroir lui projetait son image en intégralité. L'orque resta immobile, à se contempler longuement. Puis il changea de position, ne quittant pas des yeux son reflet. Il aimait faire cet examen complet de sa personne quand l'occasion se présentait. L'iguane perché sur un rond chapeau ne perdait pas de vue la scène. La nature avait été très généreuse envers l'orque, et conscient de cela, il se faisait un devoir de soigner son apparence. Il était grand, robuste, et une abondante chevelure noire encadrait son visage calme. Ses yeux aux prunelles noires brillaient constamment, donnant un aspect mystérieux à son regard. Comme à ses autres traits, il convenait à rehausser l'impression de force émanant de sa personne. Seule la longue balafre qui lui marquait le côté gauche du visage gâchait le tableau. Elle prenait naissance au milieu du front, coupant le sourcil en deux, en descendant le long de la joue pour s'arrêter à la mâchoire inférieure et éviter de près les lèvres. Néanmoins, cette cicatrice lui rappelait constamment son affrontement avec le chef du royaume des Perles. L'enjeu de ce duel, c'était la prise de possession du royaume du vaincu. À cette époque, l'orque venait d'être propulsé à la tête de l'armée du roi et jouissait de sa totale confiance. Sur le champ de bataille, la situation s'avéra plus compliquée que prévu. Son manque d'expérience en tant que meneur de troupe y était pour beaucoup. Il aurait même pu y laisser la vie. Oh, grâce
à son agilité et à sa rage de vaincre, il put s'en sortir. Quand l'épée de son adversaire allait lui trancher la tête, il réussit à l'esquiver de justesse. Cependant, la lame lui entailla le visage pour le marquer à vie. Lors de cette lutte acharnée, Dark n'abdiqua jamais, ce qui lui permit de venir à bout de son vaillant adversaire. Un coup de son arme porté avec force et précision au moment opportun, retourna la situation en sa faveur. Et ce fut le début de ses conquêtes. Merci. Merci. Notre ami Sadek Romali, Odyssée 2007. Je crois que c'est un ainsi honneur de figurer dans cette anthologie qui commence avec Bernardin Saint-Pierre pour se terminer avec Sadek Romali. Merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Chandar arrivait chaque après-midi avec le courrier et le journal de Parler. Marie lui indiquait l'endroit où le poète était assis, perdu dans ses pensées, sous la varande, à l'ombre du madamier. Un adolescent de 17 ans à peine, face à ce géant de la poésie mauricienne. Pourtant, M. Hart était protecteur et bienfaisant à son égard, comme avec tous ses travailleurs. Chandar était tout fier de son billet bleu de Saint-Roupi, reçu de M. Hart à chaque fin du mois. Mon garçon, lui disait-il, le poète était toujours à l'écoute de ces gens qui venaient chez lui pour diverses raisons. Chandar nous parlait surtout de l'humanisme et de l'attention délicate que portait le poète à la famille de ses employés. M. Hart, nous disait Chandar, n'avait pas d'orgueil. Il vivait simplement avec nous tous. Il demandait toujours les nouvelles de nos parents et de notre famille. Chandar faisait ainsi ce pèlerinage quotidien à Nef. On s'interroge sur cet héritage émotionnel et spirituel et sur ce que le poète aurait bien pu lui conférer au fil du temps. Quel privilège insolite que celui de pouvoir s'asseoir avec ce poète de l'âme de notre île, chaque après-midi, face à la mer du Sud. Un an plus tard, en 1948, Robert Edouard Hart publiait Plénitude. Ses yeux pétillants se souviennent encore de son contrat d'embauche dès 1950, dans la section malaria, pour répandre le DDT à travers l'île. Il sillonnait le pays, du nord au sud, d'est en ouest. Il campait autour de l'île du lundi au samedi. L'argent était adéquat pour l'époque. 150 roupies mensuellement. Il nous rappelle que certains endroits étaient plus à risque que d'autres, dû au marécage et aux moustiques. Maillebourg, Rivière-Noire, Choisy et Bétucam. Un officier anglais était responsable de chacun de ces 9 districts de l'île, lors de cet exercice visant à éradiquer la malaria. Chandar fit l'expérience malgré tout de cette rigueur des officiers des armées. En 1953, Chandar prit l'emploi à l'hôpital de Souliac comme attendant. Un jour de novembre 1954, il apprit le décès de M. Hart, son étoile enchantée. Si l'œuvre doit durer, qu'importe si l'on meurt, pérennité, l'ombre étoilée. Souliac des années 1930 vit grandir Chandar. Les boutiques du village se dénommaient Ayen, France, Chapchong, Chichong, boutique pharmacie. Des bateaux à voile transportaient des centaines de kilos de sucre vers Port-Louis, du port de Souliac. Aussi bien que de Bellon et de Saint-Félix, et ramenaient des marchandises de la capitale au retour. On s'imaginait bien que ces nombreuses familles des cases en paille de Souliac dépendaient des arrangements
auprès de ces boutiques chinoises, afin de survivre au fil des semaines en attendant les maigres salaires de paysans et d'ouvriers des usines du Sud. On ne perçoit pas assez les effigies de ces villageois, immigrants de Chine, qui se cambrent au-dessus de leur comptoir de ces boutiques de village du sud de notre île et animent une certaine idée de notre histoire hors du temps, aux alentours des camps sucriers de Terracine. Il se souvient aussi de ces meuniers machines, de leurs assistants meuniers et des conducteurs de train de Subiac. Ces gens qui remplissaient des paniers de charbon et faisaient le plein en eau pour chaque train au départ de la gare de Subiac. Ils habitaient tous dans l'arrière-cour de la gare. Subiac fut aussi un village des cités, cité Rio-du-Cré et ses maisons louées à 23 roupies au mois, cité Simonette, cité Brise de Mer, cité Odyssée, Longueville et Abbesse. Chanda parlait avec nostalgie de ces jolies demeures imposantes en bois d'ébène qui embellissaient aussi ce village. La belle demeure du docteur Sauzier qui faisait ses consultations à domicile pour 2 roupies, gratuitement pour les pauvres. Le nouveau propriétaire fut le docteur Ménager, médecin à l'hôpital de Subiac. Avant que la maison ne prenne un nouveau manteau, celui de l'éducation. Elle abrita le nouveau collège Tanakuni de Subiac, qui sera un socle de lumière pour de nombreux enfants des laboureurs et d'ouvriers du village et de ses environs. Tandis que la belle maison, celle d'en face, où habitait le docteur Silatombo, fut reconvertie pour abriter les bureaux de la toute nouvelle société d'autobus, ceux de la Sainte de Service. Merci. Merci pour ce voyage, monsieur Conseil. Kaminian Karoudaya, ça a été un nom très difficile à prononcer pour la première fois sur les ondes de Réunion, mais j'ai pris l'habitude depuis. Je le remercie surtout de m'avoir initié à une poésie, un monde que je ne connaissais pas, avec, dont le titre j'ai oublié d'ailleurs, Chant contemplatif. Non, le premier livre que j'ai coécrit c'était Guru Tomei. Et oui, comme son nom l'indique. Et le deuxième, c'est Théocoral. Donc je t'attends toujours pour apprendre à l'entendre. Amoureux de littérature, bonsoir. Je vais vous lire un chant du chansonnier poète Permal Soubrayen, qui a été publié pour la première fois en 1932 dans le recueil Yanabima Nagi Bengal, qui peut se traduire par chant contemplatif. Et ces chants ont été traduits en 1986 pour marquer le centenaire de naissance du poète de Permal Soubrayen par Mutukumaren Sanguini. Donc, chant 27. Je te parle, écoute, ô toi, cœur, dis, as-tu vu sur cette terre ces gens au cœur très pur? De quelle utilité peuvent-ils être, ces trompeurs, qui tout le temps sourient sans jamais se mettre le moindrement en colère? Certains voudront, par de multiples boniments et une sollicitude feinte, vous convaincre qu'ils sont vos amis de cœur. Et ensuite, cédant à leur caractère de moue et vie, la déesse de l'infortune, ils font voir leur hostilité par des injures, allant même jusqu'à vous dire « ôte-toi de ma présence ». Ils viendront vous voir et vous encourageront à faire quelque chose. Et lorsque vous y vient, vous suivez leurs conseils. Ils vous laissent tomber et s'éloignent en riant et entachent ainsi votre nom. Ils vous loueront fort en vous disant « Maître, il n'est point sur la terre de savants comme vous ». L'instruction acquise, ils vous paieront de telle façon qu'effrayés vous fuirez. Ils ne souffriront pas de voir accomplir n'importe où, même par leurs bons amis, de bonnes œuvres sociales. Le cœur en flamme, ils détruiront par des critiques le bon travail. Ils vous diront « Soyez mon associé, nous ferons d'énormes profits ». En vous amadouant, ils vous escroqueront et vous feront frémir par leur tromperie.
On ne doit pas lutter sans bien réfléchir, mais s'il faut parler, il y a plein à dire. Père Mal a là de l'expérience personnelle. Ce qu'il a dit ici n'en est qu'une faible partie. Merci. Je passe le micro maintenant à Issa Ferrari. J'allais faire comme tout le monde, passer à gauche. Le micro vient. Alors, je voudrais. D'abord, le temps qu'il faut, oui, s'excuser. 2 minutes, 2 ou 3 minutes. Alors, je voudrais d'abord remercier le président de la République par intérim qui a accepté de participer à cette rencontre conviviale autour de notre patrimoine littéraire. Je remercie Finet Salès, qui est toujours donc prêt à animer ces rencontres. Je remercie également tous les lecteurs, toutes les lectrices, parfois les auteurs qui sont venus lire des extraits. Je crois que ça fait une vingtaine d'extraits de l'anthologie. Alors, son Excellence Marlène Mayakouri, le docteur Davina Itou, Anjani Mulan, le docteur Sanchita Sambou, Margaret Lee, Jayen Jirovengadon, Isabelle Labonne, Benjamin Sanet Siab, on l'appelle toujours Benjamin, Georges Easton, Emily Chan, Amanda Touseni, le docteur Sadek Oumani et Kavinien Karokoulayan. Voilà, je vous remercie d'être venu. Je sais qu'il y a quelques personnes qui iront au concert à Moustache encore. Je vois que ça va. Si vous avez les billets, ça va. Donc vous n'êtes pas en retard. Simplement que, comme Finlay l'a dit, je termine donc aujourd'hui avec cette lecture. C'est une tournée, j'ai fait une tournée de dédicace à travers l'île. Et donc, après avoir présenté le livre ici même, ici par hôtel, et j'avais présenté le livre aussi au Salon du Livre de Paris. Et d'ailleurs, il y a dans la salle 2 personnes qui étaient là-bas au salon, donc Lisette Boussidline et Sanchita Sam. Je ne sais pas si on est ici sur la dos. Il est vrai que j'ai rencontré Jamil Subadar, mais pas au salon. Et voilà, donc avant de partir le mois prochain pour une tournée à l'île de la Réunion, pour présenter le livre, alors donc voilà, je tenais beaucoup donc, à organiser cette lecture de livre. Comme Finlay l'a dit, c'est très courant à l'étranger. Et à Mumbai, en Inde, j'étais surpris en allant dans une librairie la plus grande à Mumbai, c'est Kitab Khana. Kitab, livre, Khana, manger. On mange des livres. À Kitab Khana, il y a un restaurant comme ici à côté, un restaurant végétarien, c'est vrai. Et bien donc, en arrivant comme ça, il y avait une lecture, il y avait des gens qui venaient, des poètes, qui venaient là, connus, pas connus, et qui lisaient ce qu'ils avaient écrit, ce qu'elles avaient écrit. Donc c'est très très courant, et puis évidemment à Paris, à la FNAC, il y a chaque semaine au moins 2-3 rencontres avec les auteurs, ou alors donc, des rencontres comme là, comme on fait aujourd'hui. Et là, je suis très content donc, de vous annoncer que le président de la République, par intérim, voudrait bien, donc, là il y a des travaux à l'Estate House, mais il voudrait bien donc, reprendre cette idée et organiser régulièrement des lectures, c'est soit autour d'une anthologie, ou alors autour d'un auteur. Et là, je salue aussi l'idée de Finlay de consacrer un peu de temps aux bibliothèques. C'est parce que c'est effectivement, donc d'abord, est-ce qu'il faudrait voir donc, les personnes qui ont une bibliothèque déjà. Donc j'étais surpris dans les maisons maintenant de voir qu'il y avait une piscine, une chambre pour la photographie. Et lorsque j'ai demandé où est la bibliothèque, bon, il y avait des livres, là, un peu une encyclopédie, c'est tout Britannica.
mais pas de bibliothèque. Je pense que c'est très important et je crois que ça donnera des idées aux autres. Je crois que c'est visiter déjà, une visite guidée, comme on dit, de la bibliothèque. Je ne sais pas, sera tourné là-bas, ou alors la personne va oui, il faut aller sur la personne forcément. Et donc magnifique, donc ça je pense que ça va enrichir le Dimanche Culture qui est un excellent magazine. Heureusement ça continue à la radio, donc depuis des années. Je crois que va célébrer ton 400e anniversaire. La 417e. 417e. Tout à l'heure, vous parlez des champions du monde. Il faudrait aussi parler c'est de ce qui continue ici. Donc, je vous l'applaudis donc tous les lecteurs, toutes les lectrices. Et je voudrais aussi ajouter que ça fait 368 pages, il y a 66 extraits, 66 auteurs, 2 siècles et demi, 1778 à nos jours. Je pense qu'on peut avoir un autre volume, mais j'ai dû m'arrêter, évidemment. Mais on peut avoir un autre volume parce qu'il y a beaucoup plus de... Mais dans mon émission, c'est ce que j'ai dit, c'est que bon, il n'y a pas tout le monde, c'est pas un annuaire, c'est pas un palmarès. Mais dans Passerelle, je reçois tout le monde, tous les auteurs. Mais ici, l'anthologie, donc c'est pas Passerelle. Parce que forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Déjà, c'est assez volumineux. Et le paperback, ça fait 500 grammes. Et le hardcover, 800. Et j'en sais quelque chose parce que je suis parti donc, avec une valise remplie de livres. Donc, évidemment, donc, ça avait dépassé donc, le poids. Très bien, merci beaucoup. Alors, bon concert à ceux et celles qui vont, et bonne soirée à tout le monde. Alors, peut-être justement, pour tous ceux qui sont là, on a pris votre mail. Vous êtes invités, n'attendez pas l'invitation, que cette annonce tient lieu d'invitation pour le 2 octobre prochain à 18h pour le lancement du livre de Pascal Lagesse. Petite histoire, c'est un long, hein, le titre est accouché dehors, petite histoire à faire rire, on va plomber l'ambiance, qui est un recueil de 10 nouvelles, mais tout à fait nouvelles savoureuses. Donc vous êtes invités déjà, mais on vous enverra aussi l'invitation par mail. J'espère que tout le monde vous avez consigné votre mail, que l'affiche circule quelque part, mais ceux qui n'ont pas consigné leur mail, faites-le. Vous serez invités donc pour le 2 octobre. Merci. Oui, je voudrais ajouter que Pascal Lagesse n'a pas pu venir. Et en fait, j'ai publié dans l'anthologie un extrait de La Diligence, le Royalo de Marcel Lagesse. Et c'est donc c'est lui et le fils d'Yvan Lagesse. Donc c'est sa grand-mère. C'est sa grand-mère. Mais il voulait venir, mais il n'a pas pu venir. Mais donc il y a le lancement de son livre, donc bientôt ici, à NSI, par le